Je trouve ça chouette que dans la cour de récré, tu joues pas que à la princesse qu'il faut délivrer, mais que tu joues à Vaiana la guerrière. Tu peux aussi jouer à la princesse qu'on va délivrer, mais je veux dire, au moins d'avoir le champ des possibles. Et Virago, c'est ça, c'est de prendre des nanas de tout caractère, de tous âges, de toutes époques, qui ont fait des trucs super, qui ont transcendé leurs conditions et sociales, et religieuses, et de milieu et de métier, ont transcendé quelque chose pour faire quelque chose de mieux. It's a double rainbow all the way. Bonjour à toutes et à tous, c'est Vincent Manilev et je suis particulièrement content de vous proposer ce nouvel épisode bonus de NoTube. Je rencontre cette fois-ci une comédienne et metteuse en scène qui a accompagné toute ma découverte de YouTube et peut-être la vôtre, que ce soit aux côtés du Palmacho, de Golden Moustache ou dernièrement avec son excellent projet personnel Virago. Oh my god. Voici donc Aude Goni-Goubert, mieux connue sous le nom d'Aude GG, et avec qui j'ai parlé de théâtre, du chien du voisin et d'une présidente islandaise dont je n'arrive toujours pas à prononcer le nom. Ce qui m'a beaucoup marqué, c'est que les deux fois où j'ai pu te parler il y a quelques jours pour préparer l'interview, à chaque fois tu m'as dit fais attention, je suis très très bavarde. Et en fait, tu avais l'air de me mettre en garde, mais moi, je trouve ça très bien. Enfin, pour un podcast, c'est parfait. Plus la personne parle, et plus elle se livre, elle raconte des choses, etc. Donc, Non, mais c'est sûr, mais parfois je fais des longues phrases, je sais pas jusqu'où elles vont. Et puis je pense que les deux fois où tu m'as croisée, je n'ai fait que répondre à des sollicitations où je m'auto-soule au bout d'un moment. Tellement j'ai l'impression de tu t'auto-soules. Ouais, je fais que parler. À un moment donné, je m'entends, en fait, tu sais, je m'extrais de mon corps, je m'entends et je me dis, oh là là là. Tu décroches et ouais. Tu dis, il faut arrête. Voilà, arrête, tais-toi. Mais là, c'est bien, j'ai évité de parler pendant 2 jours avant de te voir. J'ai parlé à personne. Mais justement, mais c'est-à-dire que tu as accumulé, tu as des réserves. Comme ça, là, je peux parler pendant 4 heures. C'est parfait, là, il y a pile le temps qu'il faut. Il y a autre chose aussi qui m'avait marqué, c'est... je me suis rendu compte il n'y a pas longtemps que tu as vraiment commencé très 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 jeune. À 5 ans, tu étais déjà sur des grandes scènes en fait. Non, oui, alors oui, à 5 ans j'ai commencé, mais bon, c'était pas une carrière, on va dire que c'était une vocation à ce moment-là qui est née, mais oui, j'ai eu la chance de commencer à faire de la figuration dans les opéras à l'âge de 5 ans. Et donc de me retrouver dans des immenses machines de production avec 200 personnes sur le plateau, avec des horaires de maquillage, de convocation, des répétitions, un truc très rigoureux et carré, alors que j'étais toute petite. Donc c'était une chance parce que moi j'ai tout de suite adhéré à ça et ça m'a immédiatement paru naturel et j'allais discuter avec le régisseur, mais pourquoi t'as mis ça comme ça et est-ce que tu penses que ça passe? Est-ce que c'est pas trop étroit pour voilà. Enfin, je pense à ça parce que c'est une vraie anecdote, c'est que c'est mes parents qui m'ont rappelé ça, mais à l'âge de 8 ans, je rentrais sur une production avec une énorme robe. Et j'avais été voir le décorateur en disant, écoutez, je pense que votre ouverture est pas assez large et que du coup, ça fait pas une entrée assez fluide. Et du coup, je trouve que c'est dommage dans l'action de ralentir l'entrée parce que j'ai du mal à passer ma robe. Et tout le monde avait écouté très sagement. Oui, elle a raison. Et ils avaient ouvert voilà. Donc tout ça était complètement normal. Ça a toujours été très normal, quoi. C'est pas un parcours habituel en fait. Comment ça t'est venu? Comment tu t'es retrouvé là-dedans? Est-ce que c'est parce que dans ta famille il y avait déjà cette envie de théâtre, de comédie? C'est un hasard total. C'est que moi j'ai grandi à la campagne, mais vraiment dans un village de 400 habitants dans l'Oise. Et il se réouvrait le théâtre impérial de Compiègne. Qui était complètement à l'abandon depuis Napoléon III. Je veux dire des conneries. Enfin, en tout cas, ça faisait très très longtemps que ce théâtre était complètement à l'abandon. Et ils ont décidé de le réouvrir, de le restaurer. Et pour le restaurer, ils ont fait une production qui était à la fois un opéra et à la fois un film. Donc c'est génial, c'est que mon premier et seul long métrage sur IMDb, il est en 89, en 1989, avec ce film-là. Et en fait, ils avaient besoin d'enfants qui découvraient ce théâtre en même temps que le film s'ouvrait, et donc du coup qui rentraient et on racontait ce théâtre à travers un opéra, et donc on se promenait au milieu des chanteurs, etc. C'est un projet un peu particulier. J'ai revu quelques vidéos sur YouTube il y a pas longtemps, j'ai découvert que c'était un peu sur YouTube. La boucle est en très mauvaise qualité, ouais, c'est un peu rigolo. Et du coup, mes parents, entendant qu'il y avait besoin d'enfants, on se sont dit, tiens, on ne sait pas quoi faire de vous le mercredi après-midi. Allez-y. Et voilà, et en fait, on est allé vraiment par hasard. Et avec
mon frère, et qui lui ne fait pas du tout ce métier maintenant. Mais moi, en rentrant de la première répétition, c'était vraiment sûr, quoi. C'était OK, j'ai trouvé mon métier, comment on fait maintenant ? Ah bah, faut que tu finisses l'école. Ah bon ? Mais ça va être long, là, parce que j'ai que 5 ans. Donc, il faut vite que je termine l'école et que j'aille faire ça. Et après, c'est devenu... Voilà, et donc, comme ils ont vu forcément que j'étais très impliquée, même à l'âge de 5 ans, ils m'ont appelée tous les ans pour toutes les productions de 5 à 15. Je suis désolée, tu entends ? Alors, on peut peut-être en parler. Il faut qu'on en parle maintenant. Il faut qu'on en parle, oui. Il y a un chien qui pleure en face de chez moi. Il y a des gens négligents que je déteste qui ont acheté un chien comme ils auraient acheté une table de jardin et qui le laissent dehors jour et nuit tout seul. Et donc, il pleure. C'est déchirant et vraiment, tous les gens qui achètent des chiens comme des animaux comme des meubles, je vous hais, mais profondément. Voilà, je l'ai dit. Voilà. Donc, c'était la petite parenthèse qui était importante oui. de faire. Oui, donc simplement, donc on parlait, l'école, la famille, de ton quotidien. En fait, alors là, on va rentrer dans du dark. Moi, j'ai pratiquement aucun souvenir vraiment d'école ou de famille ou de... Mes souvenirs d'enfance, ils sont liés à ma pratique du théâtre, etc. Le reste, j'ai l'impression vraiment, et c'est ce que je te disais avant, et c'est comme ça que je l'ai vécu, d'avoir la sensation de pour faire ça, il faut être grand. Vite, il faut que je sois grande. Donc, j'ai pas la sensation d'avoir eu un... Enfin, tu vois, je me rappellerai pas de souvenirs d'école ou de... J'ai un peu zappé totalement cette période-là. J'étais pas très heureuse dans le système scolaire. C'est pas du tout un truc qui me convenait. J'avais très peu de potes. Heureusement, j'ai une prof en 6e qui un jour a dit aux autres professeurs foutez-lui la paix, de toute façon, elle veut faire du théâtre, donc... Oui, elle a 0 en maths, faites-la passer, on s'en fout en fait, parce que c'est pas ça qu'elle va faire. Donc je la remercie encore, cette prof de français, Madame de Coucy. Je m'en souviens encore. Voilà. Et typiquement, heureusement que j'ai croisé sur mon chemin des profs comme ça qui m'ont laissé rapidement faire mes études. J'ai eu mon bac à 16 ans et c'était l'objectif en fait, c'était comme un truc de il faut en passer par là, je vais fais tout ça dans une petite besace très rapidement, hop, après je la mettrai sur mon dos, j'aurai mon petit bagage pour aller faire autre chose, et voilà. Ce qui fait que le jour où j'ai pu quitter ma campagne et arriver à Paris et commencer mon école de théâtre, j'ai commencé voilà, c'était ma naissance en fait. Ton école de théâtre, c'était le cours Florent ? Alors j'ai commencé par le cours Florent, comme toute bonne personne qui arrive de province et qui ne sait pas où se diriger. On te dit mais le cours Florent, c'est Francis Huster. Ce que j'allais dire, c'est j'ai l'impression que c'est un peu la grande école du théâtre, et je voulais simplement te demander ce que tu en avais pensé, ce que tu en avais gardé comme souvenir de cette période. C'est un endroit qui est très critiquable dans le sens où il y a 2000 élèves et donc n'importe qui paye peut y entrer, donc tu peux avoir à côté de toi des gens qui veulent juste être stars et faire de la télé-réalité, ou des gens qui veulent juste avoir confiance en eux et qui sont banquiers d'affaires, ou toi qui rêves de faire ce métier hyper sérieusement, qui en rêve la nuit, etc. Donc du coup il y a tout et n'importe quoi, donc tu peux te retrouver avec des classes pas du tout motivées, avec des professeurs blasés, avec voilà. Moi j'étais à donf, mais c'est-à-dire que tu pouvais faire un cours 3 fois par semaine. Et quand tu étais inscrit dans ce cours, tu pouvais prendre des classes parallèles, c'est-à-dire dire moi je veux aussi m'inscrire à ce cours-là et à ce cours-là. Donc moi je faisais 3 classes parallèles, donc je faisais 72 heures de cours par semaine. J'allais chez tous les professeurs et je pense, et c'est ce que je dis souvent quand on me demande des conseils pour les écoles de théâtre et tout ça, je dis pour moi une école de théâtre, tu y trouves ce que tu y apportes. Mais comme d'ailleurs tout projet culturel, quoi. C'est que tu y vas avec ta motivation, ton envie, des projets, de la curiosité. Et on va te renvoyer ça en fait. Moi je proposais, j'avais tous les jours 5 scènes à proposer aux professeurs, avec des gens différents que j'allais piocher dans la salle. Tu veux faire une scène avec moi, tu veux faire une scène avec moi. Donc moi j'ai adoré le cours Florent parce que mon prof de première année, j'ai joué avec lui dans sa troupe, et c'était un super prof qui était quelqu'un qui m'a vraiment appris la technique. Mes profs parallèles, c'était d'autres approches, et donc c'était passionnant aussi de voir qu'il n'y a pas une façon de faire du théâtre. Et mon prof de seconde année m'a permis d'entrer comme assistante metteur en scène à la Comédie Française. Et je suis restée que 2 ans au cours Florent. Donc moi j'ai tout gagné là-bas. J'étais très heureuse. Voilà. Après j'ai changé d'école parce qu'après la petite fille de province qui va au cours Florent parce qu'elle sait qu'il n'y a que ça, au bout de 2 ans tu te renseignes, et j'ai trouvé une école qui me correspondait plus et
qui était beaucoup plus exigeante aussi sur le niveau, et là, qui a été aussi une super école, une super formation, qui n'existe plus aujourd'hui. Tu disais, là on parle donc de Cours Florent, d'une seconde école, tu viens de citer la Comédie Française. Il faut rappeler que tu y es arrivé très jeune, je crois, à la Comédie Française. En assistante metteur en scène, je suis rentrée à 17 ans. Voilà, à 17 ans. Et je suppose qu'en termes d'âge, il y avait beaucoup de jeunes de ton âge la Comédie Française, c'est une troupe, il y a 60 acteurs, et il faut de tous les rôles, donc ça va de 20 à 80 ans. Donc il y a des jeunes. Après, il y a des jeunes dans tous les corps de métier. Je pense que pour le coup, j'ai dû battre un petit record, surtout sur les assistants metteurs en scène. C'est vrai que c'était rare que ce soit des jeunes, mais moi, c'était un peu particulier. Je suis devenue assistante metteur en scène pour le tout premier spectacle pour enfants de l'histoire de la Comédie Française. C'est-à-dire que c'est la première fois qu'un spectacle jeune public se faisait aux Français. C'était Boulimiro de Fabrice Melchior, c'était en 2003. Et ça s'est joué en 2003. Et du coup, le metteur en scène trouvait ça intéressant d'avoir quelqu'un de très jeune pour l'assister, pour avoir un œil un peu plus naïf sur la chose, on va dire. Et toi, qu'est-ce que... Moi, j'avais déjà 35 ans, donc je n'étais pas du tout naïve en plus. Non, mais en quoi ça consistait ton rôle exactement, concrètement, au quotidien avec le metteur en scène? Disons qu'assistant metteur en scène, c'est vraiment c'est un métier d'abnégation, beaucoup. Moi, je suivais toutes les répétitions, je gardais tout dans un petit cahier, tout ce qui se passait, toutes les évolutions de la mise en scène. Tu prends la brochure, c'est-à-dire que chaque déplacement est noté, corrigé. Tu aides les acteurs à répéter leurs textes. En l'occurrence, moi, sur ce spectacle, je cherchais aussi les décors, j'allais aussi chercher des costumes, j'organisais aussi les essayages. Enfin, t'es là pour faire doublure lumière quand on fabrique les lumières du spectacle, t'es là pour réceptionner tel bout de décor qu'il faut repeindre ou nettoyer. Enfin, voilà, j'étais un peu touche à tout parce que je le voulais aussi, parce que moi je me suis plongée corps et âme et dans ce spectacle et dans cette institution qui est incroyable, parce que c'est sublimissime cet endroit. Cet endroit, t'as tous les corps de métier à tous les étages, c'est-à-dire que tu as des fraiseuses, donc des personnes qui font l'école de fraises avec des fers spéciaux qui datent encore de l'époque. Tu as des accessoiristes qui vont créer tout. Enfin, vraiment, chaque étage de cet endroit, il y a des gens qui sont hyper spécialisés dans des métiers qui sont totalement merveilleux. C'est la caverne d'Ali Baba. Comment s'est créée cette opportunité de jouer la comédie pour toi? Comment c'est arrivé progressivement? Le problème, c'est qu'en entrant à l'école, mon second professeur, qui est toujours sociétaire à la Comédie Française, s'appelle Nicolas Lormeau, que j'adore et qui m'a fait entrer justement comme assistante metteur en scène, me disait « Toi, tu seras metteur en scène ». Et je disais « Non, je vais être actrice ». Il fait « Arrête tes conneries, tu seras metteur en scène ». T'as un œil, t'as une autorité, t'as une façon de regarder même tes camarades ou de diriger les scènes ou de t'auto-diriger quand tu joues. Je disais non, mais moi je vais être actrice. Il fait allez, oublie, tu seras actrice plus tard. Il y avait un peu un truc de non, mais tu seras actrice quand tu auras l'âge de ton autorité et de tes rôles. Ce qui est un peu ce qui se recoupe un peu aujourd'hui. Et du coup, je me suis dit je vais l'écouter parce que ça a été mon mentor dans ce métier, donc j'écoutais tout ce qu'il me disait. Donc j'ai commencé à être assistante metteur en scène, puis à être metteur en scène, puis à faire mes propres mises en scène. Et puis à un moment donné, je jouais toujours un peu en parallèle, mais il y a un problème aussi, je crois que c'est très français, on t'appelle, quand tu fais un métier, on t'appelle pas pour un autre métier, quoi. Ça, c'est quand même assez cloisonné. Et avoir une double casquette, casquette, c'est compliqué, à moins d'être vraiment une star dans tes deux métiers. C'est difficile, quoi, de faire deux choses différentes. On dit mais attends, on considère que si tu fais deux choses, c'est que tu fais tout un peu moins pas bien, tu vois. Tu répartis tes tu capacités. Disperses, voilà, tu te disperses, donc on ne comprend pas ce que tu veux, on ne comprend pas ce que tu fais. Alors que non, du coup j'ai fait ça beaucoup, et à un moment donné, je me suis un peu réveillée en me disant mais c'est pas ça que je voulais faire à la base. Et puis en plus, il y a plein d'acteurs qui m'énervent parce que moi je ferais pas ça comme ça et que j'ai envie de sauter sur le plateau pour leur montrer comment je ferais. Et puis il a fallu que je freine. En fait, il a fallu que je commence à refuser des mises en scène pour qu'on me prenne encore comme actrice, en fait. Du coup, il a fallu que j'arrête d'être metteur en scène. Ou alors, parfois, je le disais pas. Ou alors, parfois, à l'époque, je mettais au GG parce que c'était pas mon nom. Et du coup, je me cachais pour faire de la mise en scène, mais sans le dire, quoi. C'est débile, c'est stupide. Mais à un moment donné, j'ai senti que le jour où j'ai arrêté de faire des mises en scène, on m'a réengagée comme actrice.
et que j'ai pu faire ma carrière d'actrice, maintenant je reviendrai sûrement à la mise en scène, volontiers, plus volontiers en tout cas. Qu'est-ce qui t'a permis, comme ça, de pouvoir rejoindre le chemin de la comédie, de l'acting, etc. Est-ce qu'il y a eu une bascule, un moment précis ? Disons qu'avec j'ai toujours été un peu moteur de projet dans mes écoles de théâtre, comme je te disais avant, donc du coup je jouais dans les pièces des uns des autres, voilà, j'avais des petites choses, et puis dans ma deuxième école, j'ai rencontré Grégoire Ludig, donc qui fait partie du Palmachot. Celui qui n'a pas les cheveux frisés. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça, exactement. C'est ça, voilà. Pour que les gens situent bien. Exactement. Et c'est vrai que notre amitié a été un peu fulgurante et très forte. Et de fait, il m'a dit, je fais des vidéos dans mon jardin. Est-ce que ça te dit de venir samedi dans le fin fond des Yvelines, ça sera pas payé, on mangera un barbecue. Je dis ouais, et voilà. Flaubert, donc, qui est auteur pour Golden Moustache notamment, et, enfin, surtout à l'époque, t'as appelé, et c'est comme ça en fait que finalement t'as commencé à vraiment apparaître et à jouer, même à créer des vidéos chez Golden Moustache. Est-ce que tu peux me dire un petit peu comment t'as vécu cette expérience-là, et on parlera de quelques sketchs en particulier. En gros, il y a eu un moment, donc j'ai investi un peu cet univers du web à travers et de la télé, à travers le Palmachot, Pierre Cross, à travers plein de choses très différentes. Et puis j'en ai eu un peu marre à un moment donné, j'étais essoufflée de par des choses que je voyais, que je découvrais, de comportements, de gens, de ce métier, de plein de choses qui m'ont vraiment saoulée. Je me suis dit, bon, allez, si c'est ça finalement ce métier, c'est pas du tout ce que je veux faire. Je me trompe en fait. Si les gens sont ni reconnaissants ni honnêtes, voilà, j'avais vu plein de choses se passer autour de moi. Moi, j'avais un peu cette naïveté de penser que tout ça est un pays merveilleux, et ça allait pas complètement en fait. À partir du moment où il y a du succès, où il y a de l'argent, où il y a des choses qui, mais comme dans tous les métiers, hein, qui séparent les gens, quoi. Donc bref, à un moment donné, je me suis dit oh là là, et j'ai voulu arrêter, et je suis partie faire autre chose un tout petit moment à l'étranger, et puis en revenant, je me suis dit bon allez, qu'est-ce que je fais? Et j'étais vraiment à Roissy en train d'attendre mes bagages, et ça c'est vraiment, j'aurais toute ma vie cette image, c'est limite, tu sais, la meuf en sarouel avec le fichu sur la tête, j'ai changé de life, mes gars. Ça fait un peu comédie française, le moment c'est ça, où tu vas être rattrapé au dernier moment. Et vraiment, j'attendais mes bagages, et je me suis dit, bon, alors il faudrait peut-être que je reprenne des études, que je me... Oui, parce que bon, je ne l'ai pas dit, mais j'ai fait des études quand même en parallèle de mes écoles de théâtre, parce que j'aimais bien être suroccupée. Du coup, je me suis dit, tiens, je pourrais reprendre. J'ai fait un master, je me dis, je pourrais faire un truc après, j'en sais rien, ou devenir prof, ou m'occuper, parce que j'ai beaucoup donné de cours de théâtre parallèlement à toutes les populations. Aussi bien à des gens vieux et très riches, qu'à des enfants tout petits, qu'à des jeunes en difficulté, qu'à des délinquants. J'ai donné des cours de théâtre à tous les genres de populations. Tu as même créé une association ? Ouais, j'avais créé une association qui n'existe plus, qui a muté, mais effectivement, je donnais des cours en Seine-Saint-Denis. J'ai donné beaucoup de cours de théâtre et j'adorais ça. Donc je me suis dit, bon, peut-être que être prof, je sais pas. Et puis voilà, il y a Flaubert qui m'a appelé, mais comme moi j'étais, comme je te dis, pas tellement au fait d'internet et tout ça, Flaubert m'appelle en me disant bonjour, je suis Flaubert, je fais partie de Golden Moustache, je t'ai vu jouer, je sais ce que tu fais, est-ce que ça te dirait de venir jouer dans un de mes sketchs? Et j'ai dit oui, volontiers. Et puis on m'a dit mais le même jour il y a Adrien Méniel qui tourne un sketch et il voudrait aussi que tu joues dedans. J'ai dit ok, super, mais je ne savais pas qui étaient ces gens. Tu vois. Je suis arrivée pour la première fois de ma vie sur un plateau où vraiment je connaissais personne. Je sortais encore de troupe, tu vois. Le Palmachot, c'était une troupe, je connaissais tout le monde. Là, j'arrive hyper intimidée sur un plateau où je connais personne, où ces gens ont l'air complètement très professionnels et complètement méga hype du web. Je disais waouh, et j'ai joué pour les deux. Puis après, on m'a proposé de rester, en fait. Donc, du coup, je m'y suis installée un petit moment. Et c'était pas mal, parce que du coup, j'ai découvert d'autres rôles, d'autres façons de faire le métier, d'autres écritures. Ça m'a changé un peu. Toi, qu'est-ce qui te plaisait le plus? C'était dans ces sketchs-là, qu'est-ce que tu as préféré faire?
Quel aspect de la comédie et de l'interprétation t'as... Ce qui était génial, ce qui était génial chez Golden Moustache, c'est que tous ces auteurs étaient, je parle de ça au passé parce que l'équipe a changé aujourd'hui, donc on n'est plus, c'est plus les mêmes, etc. Mais ces auteurs-là, à ce moment-là, en tout cas, avaient chacun un univers très très fort, très marqué et ultra différents les uns des autres. Donc du coup, tu pouvais, et en tant qu'actrice, c'était génial d'être appelée par l'un ou par l'autre, par les uns ou les autres, parce que j'ai aussi joué pour Lucien Mène, pour des gens qui n'avaient pas du tout les mêmes centres d'intérêt, sujets, façon d'écrire, façon de réaliser. Donc du coup, c'était formidable, parce que même quand c'était de la pure comédie, c'était pas déjà ce que j'avais fait avant. Donc tout était un peu un souffle nouveau, tout était un peu très enthousiasmant. Après, c'est sûr que, comme je te dis, tu vas là où on t'accroche. On dit, allez, fais de l'humour. C'est vrai que Flaubert m'a emmené ailleurs. Et c'est le premier à m'avoir emmené ailleurs, en fait. Quand il m'a appelé pour Âge Moyen, pour là, dernièrement Flashback Museum, c'est le premier à avoir en moi un truc plus sombre que ce qu'on m'a toujours assigné. Et finalement, ça m'a vachement perturbée, parce que je me suis dit, mais en fait, finalement, peut-être qu'il m'a percé à jour. Mais tu te laissais porter, tu disais effectivement, je te cite, tu disais que tu étais très influençable, et au final ça t'a permis de développer une autre facette de jeu, et comme tu dis, un truc plus sombre. Ouais, et en fait je suis rendu compte au fur et à mesure que c'est peut-être en ce moment, en tout cas, ce que je préfère faire, parce que je trouve ça va chercher d'autres choses, mais après je trouve que c'est une question d'âge, une question de physique. Tu sais, on parle de l'emploi, on dit non, il n'y a plus d'emploi. Si, il y a quand même des emplois, en fait. Je sais bien j'ai toujours pensé que je pouvais tout jouer. En fait, non, il y a une certaine limite à ça. Maintenant, quand Flaubert m'a emmené là-dedans, j'y ai trouvé en tout cas un truc, comment dire, quand je vais faire de la comédie, moi, de l'humour, je suis dans une espèce d'énergie, de surénergie, je suis à fond, j'ai l'impression que je sais faire mon métier, je le fais, je suis au taquet. Et là, en fait, c'est une toute autre énergie. On te demande complètement autre chose, on te demande quasiment ne fais rien. Repose-toi, calme-toi, vraiment. Et juste, tu sais, j'ai l'impression quasiment d'avoir à dire le texte en étant finalement moi-même, c'est-à-dire beaucoup plus éteinte que ce que je peux être dans la comédie. Et du coup, c'est un peu reposant. Et en même temps, c'est un peu... c'est vertigineux, parce que quand tu fais de la comédie, tu vois, là, c'est le moment où je fais des phrases trop longues. Voilà, on en parlait au début. Mais c'est vertigineux, parce qu'en fait, la comédie, il y a un truc de technique où, je sais où je veux aller, je sais comment y aller. Un truc plus dramatique, tu sais où tu veux aller, tu sais pas exactement par quels endroits tu vas passer. C'est une autre énergie, c'est un autre moteur, et c'est beaucoup plus sinueux. Et c'est vrai que c'est la chance aussi d'être passé par Golden qui te permet d'explorer toutes sortes de registres et où t'es pas obligé, malgré que tu sois sur Internet, t'es pas obligé de faire de la vanne. Donc il y a un sketch, un court-métrage que tu as fait, qui s'appelle Amour-propre. Pour le raconter un petit peu, donc c'est une femme qui, dans son quotidien, reçoit des remarques qui lui font changer le regard qu'elle a sur elle-même. C'est un moment, son copain qui lui dit « t'es lourde », on la voit d'un plan à l'autre transformée avec 20 kilos en plus. Elle n'a pas les yeux en face des trous, celle-là, donc le plan suivant... raconte pas tout. Non, mais là, je voulais que tu m'en parles un petit peu. C'est complètement biographique, ce truc. Enfin, c'est vraiment... je pense que c'est pas mal de vieillir, parce que plus tu vieillis, plus tu acceptes d'être vulnérable. Et j'ai l'impression que quand t'es jeune, t'es obligé de montrer que t'es au top, que t'es génial, qu'en toutes circonstances tout va bien. C'est la société aujourd'hui, c'est un peu ça, faut faire du running, faut en permanence avoir des chiffres mesurés. Et puis être sociable, être sympa, sortir, machin. Et moi, je me reconnais de moins en moins là-dedans. C'est-à-dire que j'aime bien être tranquille, j'aime bien, voilà. Et je suis pas forcément toujours très à l'aise en groupe. Très vite, je peux me sentir... c'est l'image que j'emploie toujours, mais très vite, je peux me sentir comme une grosse mouche dans un groupe, et me sentir d'un coup idiote, ou bête, ou moche, et j'ai l'impression moi-même physiquement de me transformer, de me ratatiner, de m'aplatir. Et je me suis dit, tiens, ça serait le début de quelque chose. Et au début, ça partait d'une blague, de me dire, tiens, j'aimerais bien faire un sketch où je suis en mouche.
Bon, voilà, ça, c'est jamais s'arrêter sur la première idée. Hein. Du point de vue technique, etc. Voilà, ça devient compliqué. Mais et en fait, je me suis dit, je vais juste parler de ça, en fait, parler de cette sensation de quand t'es pas exactement au bon endroit et que la moindre remarque peut te faire vaciller. Et je voulais pas qu'on croie que c'était les autres qui étaient méchants. Dans ce court-métrage, c'est pas les autres sont pas méchants. Les autres sont comme tout le monde est, sauf que selon comment tu te sens dans ta vie, toi, tu ne perçois pas les choses de la même façon. Tu les reçois pas de la même façon. Et qu'une petite vanne sur ton physique peut te faire marrer un jour et peut vraiment t'attrister le lendemain. Et je voulais souligner ce truc-là, en fait, auquel on fait peu attention finalement. Et au Frames Festival, tu avais organisé une conférence pour parler des femmes sur YouTube, etc. Tu avais une volonté vraiment positive de mettre en avant des créatrices. Est-ce que tu peux me dire un petit peu pourquoi c'était nécessaire pour toi d'avoir une approche positive pour vraiment valoriser cette création ? Oui, comme tu dis, à chaque fois qu'on parle des femmes sur Internet, c'est des problèmes. C'est le harcèlement, c'est les mauvais commentaires, c'est elles peuvent pas se diversifier, c'est un plafond de verre, c'est tout ça. Et j'ai l'impression que c'est bon, on le sait, on est au courant, on le sait tous. On va peut-être pas changer ça tout de suite. Par contre, on peut montrer une autre facette. Et je n'élude pas du tout les problèmes, hein. Mais moi, je considère que moi, me lancer seule sur YouTube, ça s'est plutôt bien passé. C'est plutôt une bonne expérience, c'est plutôt positif et bienveillant, donc j'ai envie de montrer ça aussi, parce que je trouve que à force de dire mon Dieu c'est dur, mon Dieu c'est horrible, mon Dieu c'est on se fait harceler, tu donnes pas envie aux jeunes filles qui auraient envie de se lancer, tu leur donnes pas envie de le faire, clairement. Moi, je vois... Oui, tu as eu pas mal de conversations, si je me souviens bien. Enfin, tu parlais d'exemples de jeunes femmes avec qui tu parlais, qui n'osaient pas trop se lancer, ou alors qui voulaient se lancer, mais qui n'osaient pas aborder, faire un thème de chaîne qui leur plaît vraiment. C'est ça. En se disant, non, mais je suis une fille, donc il faut que je me cantonne à ça. Donc, en fait, une espèce de chape, de plomb, de conditionnement social. En fait, je pense que Internet là-dessus, c'est vraiment la société civile, ce qu'elle a de pire dans une sorte de patriarcat, se voit 100 fois plus sur Internet. Parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, toutes les tendances YouTube, c'est pas à l'image de la société. C'est-à-dire qu'on est 53% de femmes dans la population mondiale, et sur YouTube, t'as vraiment l'impression qu'on est 2. C'est vraiment... voilà. Et du coup, je me dis, mais comment donner envie... aux nanas de se lancer, d'avoir envie aussi de péter le plafond de verre, de sortir des sentiers battus, de sortir de ce qu'on leur assigne. Et j'ai bien conscience que c'est pas évident, mais je trouve que si tu grandis avec des modèles forts, heureux, positifs, t'auras sûrement plus de gens qui vont se lancer derrière. Évidemment, quand le Palma Show, le Golden Show, qui était Poulpe et Davy à l'époque, quand t'as Baptiste et Gaël, quand t'as tous ces duos de mecs qui sortent, qui font marrer des milliers de personnes, je pense que tes 2 copains garçons dans la cour de récré, tu dis viens, on lance notre chaîne YouTube parce que ces mecs-là l'ont fait. Et que tu te poses même pas la question. Tu dis ils l'ont fait, nous aussi, notre duo, il est chambé, on va le faire. Mais je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de modèles féminins très mis en avant, enfin en tout cas qui se voient, qui visibles sur Internet pour des jeunes filles qui auraient envie de se lancer. Alors oui, les modèles aujourd'hui, c'est pour les jeunes filles, t'as Enjoy Phoenix, et du coup t'as beaucoup de filles qui disent bon moi aussi je vais faire de la beauté, je vais faire voilà. T'as Natou qui fait de l'humour. Entre les deux, une espèce de no man's land, et pourtant il y en a des milliers des créatrices et des trucs qui font des choses ultra variées. Non mais génial. Mais moi du coup je cherche, je découvre, je vois des gens, des filles mais totalement passionnantes dans des univers aussi divers que précis, que pointus. Mais elles sont noyées dans une espèce de marée floue au milieu parce qu'elle décolle pas, parce que l'algorithme fait que tu regardes un contenu masculin, on va te proposer un autre contenu masculin, donc on va pas forcément faire sortir ces contenus-là.
Donc c'est difficile. Donc c'est pour ça, moi je me dis, bon bah plus on va être à outer le fait qu'on peut être heureuse dans notre expérience en solo ou en tout cas de nana sur Internet, plus ça va donner envie, plus ces contenus ça va devenir normal en fait, et les gens vont aller le chercher, vont s'abonner. Voilà. Mais c'est pour ça, moi j'encourage les gens, dès qu'ils voient un contenu féminin qui leur plaît, à pas être passif. Il faut être absolument actif. Il faut se forcer, même si on le fait pas d'habitude, à mettre un pouce bleu, à mettre un commentaire d'encouragement. Moi, maintenant, je le fais systématiquement, alors qu'avant, je n'y pensais pas. Et je me rends compte, en fait, qu'en encourageant, on crée un cercle vertueux. Et effectivement, il y a chez les gens, les viewers, enfin ceux qui regardent les vidéos, chez beaucoup, il y a effectivement une certaine passivité. Enfin, moi, c'est vrai que avant de t'écouter au festival, je m'étais jamais posé la question de est-ce que ce pouce en l'air que je peux mettre peut aider, est-ce que le partage de la vidéo que je peux faire va aider, etc. Et au final, c'est vrai que on se rend compte, enfin, il y a le mythe des pouces bleus sur YouTube, etc. Mais au final, c'est quelque chose de très concret, surtout pour aider quelqu'un à décoller. Et quand on sait que énormément. Ça aide complètement la mise en avant, ou en tout cas, ça l'encourage. Faut pas être passif, et d'autant plus quand il y a... Là, dernièrement, il y a Topito qui a lancé un sondage, quels sont vos youtubeurs préférés. C'était chouette parce qu'au moins, dans le sondage, ils avaient mis des nanas. Et il fallait voter telle personne ou telle personne. Mais moi, aveuglément, j'ai voté pour les filles pour les faire remonter dans le... Quel que soit, même s'il y avait des copains mecs que je trouve super, je votais pour les filles pour qu'elles remontent dans le classement. Et j'ai un peu envoyé à des potes en message, en vote aveuglément pour qu'elles remontent. Mais bon, évidemment, c'est pas avec mes 10 copains que le sondage Topito, où il y a 200 000 personnes qui ont... T'as pas hacké le sondage Non, j'ai pas pu hacker le sondage à ma petite échelle, et je me suis rendu compte que t'as Natou en 7, et puis la prochaine nana, elle arrive au numéro 30, quoi. Et tu te dis, c'est triste parce que il y a des gens super, quoi. Mais effectivement, t'as des mecs qui arrivent à fédérer, qui en un tweet vont faire voter 100 000 personnes pour eux. Donc voilà, forcément, on fait pas le poids. Mais bon, petit à petit, tu peux vider la mer à la petite cuillère. Tu peux le faire. Et tu parlais de modèles et du fait d'avoir conscience que certaines femmes peuvent faire telle chose, peu importe le domaine, etc. Et que c'était important pour dire, regardez, c'est possible, vous aussi, vous pouvez y arriver, le faire. Et j'ai l'impression que ça correspond parfaitement à l'idée de ta chaîne. Enfin, en tout cas, du concept que tu as lancé sur ta chaîne YouTube, donc, qui s'appelle Virago. Peut-être simplement, tu peux définir un peu ce que c'est une virago, parce que si je me souviens bien, il y a deux sens. Il y a un sens archaïque qui est plus intéressant au final. Une virago, en fait, c'est un terme péjoratif pour désigner une femme qui se comporte comme un homme, qui aurait des manières masculines, et donc c'est péjoratif. Donc moi, je me suis déjà... À quel moment être une femme, c'est devenu... Enfin, être un homme, c'est une insulte. Et puis à quel moment... être... En fait, ça veut dire quoi, se conduire comme un homme ? Est-ce que ça veut dire... prendre la parole librement en public, avoir du pouvoir et s'exprimer en spécialiste surtout, très bien, ok, moi je veux bien être une virago. Et en fait, en cherchant la définition archaïque du terme, je me suis rendu compte que ça s'est transformé bizarrement en définition péjorative, mais à la base, c'était une héroïne, une guerrière, une femme forte et courageuse. J'ai dit, merde, si être fort et courageux, au final, c'est être un homme et que c'est pas bien pour une femme d'être un homme, on a un problème. Donc du coup, j'ai appelé ma chaîne comme ça, et enfin mon programme. Et effectivement, je pense que je tourne en rond sur mes marottes, hein, mais effectivement, c'est la même idée, c'est de construire, de montrer qu'il y a des modèles, qu'on peut avoir des modèles féminins, qu'il y a des femmes qui ont fait des choses extraordinaires et qu'en fait tout est possible. Je pense pas avoir grandi avec des modèles féminins. J'ai pas l'impression. En tout cas, je sais que j'ai vu Vaiana il y a pas longtemps, et elle a un gros type musclé à côté d'elle, mais elle a pas besoin de lui pour faire des trucs, quoi. Et je trouve que j'étais là, waouh, mais je sais pas si j'avais vu ça quand j'étais petite fille, j'aurais trouvé ça génial, quoi. Et je trouve ça chouette que dans la cour de récré, tu joues pas que à la princesse qu'il faut délivrer, mais que tu joues à Vaiana la guerrière. Tu peux aussi jouer à la princesse qu'on va délivrer, mais je veux dire, au moins d'avoir le champ des possibles, ouvrir le champ des possibles. Et Virago, c'est ça, c'est de prendre des nanas de tout caractère, de tous âges, de toutes époques, qui ont fait des trucs super, qui ont transcendé leurs conditions et sociales, et religieuses, et de milieu et de métier, qui ont transcendé quelque chose pour faire quelque chose de mieux. Donc c'était ça mon idée. Mais là, on parlait d'Internet. Enfin, pour moi, Virago va plus loin qu'Internet, parce qu'Internet, oui, c'est un sujet, mais en vrai... c'est un support. Oui, mais c'est surtout que moi, je veux pas révolutionner Internet, et à la limite...
j'ai pas lutté contre les tendances YouTube. Et puis, quelque part, je m'en fous. Enfin, tu vois, moi, par contre, si une vidéo Virago peut donner à une petite fille l'envie de devenir patronne de presse ou écrivaine ou astronaute, je dis, bah ouais, j'en mets. Donc dans les vidéos, donc chaque vidéo qui dure un peu moins de 3 minutes, simplement pour expliquer un peu le concept, donc il y a toi qui parle du personnage et en arrière-plan, il y a la femme célèbre dont tu parles. Et, enfin, qui sont pas célèbres en général. Hein. Oui, justement, voilà, justement, c'est ce que, justement, elles sont pas célèbres. J'y venais parce que donc j'ai dû noter son nom. Donc la première présidente élue dans le monde qui est islandaise. Vigdis Finnbogadóttir. Bah tu le prononces beaucoup mieux que moi, je l'avais noté. Je t'ai rendu service. Voilà, j'avais presque le phonétique à côté. Mais voilà, typiquement, tu parles aussi d'une philosophe et mathématicienne, Hypatie. C'est effectivement, comme tu l'as dit, des gens, des personnages qu'on ne connaît pas forcément. Et après les avoir visionnés, bah, je me suis rendu compte, bah, voilà, maintenant je connais cette personne. Je sais qu'à telle époque, il y a telle femme qui a pu... faire cette chose-là. T'es mon meilleur spectateur. Non, mais ce que je veux dire, c'est pas du tout pour flatter gratuitement, mais c'est que peut-être inconsciemment, bah, ça inscrit l'idée dans l'esprit du spectateur. Et je me demandais par rapport à ça si toi-même tu avais eu des retours ou à quel point ça avait impacté le public qui regardait ces vidéos, parce qu'on pourrait se dire aussi il faut que ça touche des jeunes femmes, il faut que ça touche aussi des hommes. C'est l'avantage que j'ai, hein, c'est que là, je suis à 50-50 d'audience homme-femme sur ma chaîne. Donc c'est vraiment... Enfin, ça, c'est une de mes plus grandes victoires, quoi. Je trouve ça charmé de me dire qu'on est à 50-50. Et ce qui est marrant, c'est que sur l'impact, c'est soit que des gens qui me disent comme toi, genre, bah, c'est génial, en fait, je savais pas que cette nana existait, qu'elle avait fait ça, et je trouve ça fou, et je pensais que c'était un homme qui avait inventé ça, enfin, voilà. Et à la fois, et c'est ça la magie de YouTube, c'est que tu as des super spécialistes qui font mais bien évidemment, en plus, il y a cette biographie passionnante qui est sortie en 1989 sur cette personne. Donc, il y a des gens en plus qui sont eux-mêmes des ressources, qui sont des puits de savoir qui alimentent ces choses-là. Donc, c'est génial. Il y a même j'ai une prof de français qui a utilisé les vidéos dans sa classe de première, en fait, pour faire bosser les élèves sur ces personnages-là, pour qu'ils aillent faire des recherches, qu'ils aillent creuser plus loin. Bah, je trouve ça super. Et là, le problème, c'est que si j'avais les moyens de faire Virago à la hauteur de ce que je veux faire, mais j'ai un petit fichier Excel, j'ai 200 nanas que personne ne connaît, qui sont juste prêtes à émerger dans mes vidéos. Il faut juste que je puisse avoir les moyens de le faire, mais j'en ai plein, en fait, parce que là, on a l'impression que c'est oh, tu as dégoté 5-6 perles. Non, vraiment, j'en ai plein. Donc j'aimerais bien que quand j'aurai réussi à faire 200 épisodes, ça devienne normal aussi. On se dise pas, waouh, mais il y a une femme qui a fait un truc incroyable. Non, en fait, elles ont toutes les femmes font des choses incroyables. Voilà, et elles font toutes des trucs incroyables. Juste, je vous raconte des histoires comme on raconte l'histoire de Charlemagne et de... Tu parlais de chercheurs et de profs, et c'est une question qui est très importante dans le milieu, on va dire, voilà, de la vulgarisation sur YouTube. C'est voilà, les sources, le travail, l'exactitude de ce qu'on raconte. Comment toi, tu t'es assuré que tout ce que tu disais, les phrases, les informations étaient correctes, etc. Parce que effectivement, surtout que, voilà, a priori, tu n'as pas de formation d'historienne non. Dans ce domaine-là. Donc, j'ai eu du mal à lire les chiffres romains sur les siècles, tu sais. En fait, je travaille avec un auteur, on est deux sur le projet, et c'est un travail de longue haleine d'écriture, en fait. C'est-à-dire qu'un texte, il passe par 100 couches d'écriture, de réécriture, de recherche, voilà. On lit beaucoup, on amasse des infos, on a une médiathèque qui s'est associée au projet pour nous commander les livres quand on a besoin. Donc du coup, on se tape des biographies entières, on va recouper des sources, on fait le travail de recherche, mais pas que sur Internet, parce que moi, j'ai pas toujours confiance. Et on recoupe. L'avantage aussi d'Internet, c'est que tu trouves des articles de gens très pointus ou des thèses de gens. Donc tu peux aller piocher chez ces gens-là.
Et puis après, tu fais une chronique de 3 minutes, donc tu peux pas non plus rentrer dans des détails. C'est-à-dire qu'évidemment, si tu me demandes de dérouler les thèses philosophiques d'Hypatie, je vais avoir du mal. Je peux te dire globalement le concept, et donc je vais pas prendre trop de risques en allant dans le fin fond des théories, ou même en mathématiques et de ce qu'elle a démontré. Mais c'est vachement important pour moi d'être dans une réalité historique sans concession à la vérité, quoi. Et donc là, c'est-à-dire que dans les semaines, les mois qui viennent, tu vas te concentrer sur Virago. Je vais continuer à tourner, mais je recherche activement une façon de rentrer dans une économie viable, hein. On va pas se mentir, c'est-à-dire que j'adore faire ça. Moi, je pourrais continuer comme ça longtemps, mais ça me pose un problème éthique de mobiliser une équipe à chaque fois sans les payer, en fait, tout simplement, parce que tu vois, je pense que les gens se rendent pas compte, en fait, quand ils regardent des vidéos, ils se disent bon bah voilà, on regarde des vidéos, c'est du contenu, ils râlent parce qu'il y a de la pub, mais en fait c'est pas la pub qui paye tout le boulot qu'il y a derrière, donc je trouve ça cool qu'ils aient un salaire. Donc ça va être ma recherche active, ça va être de trouver le moyen de financer le bousin. Voilà. Après, maintenant, s'il y a un gentil donateur qui veut mettre directement 50 000 euros sur Tipeee, c'est super, ça va pouvoir faire plein d'épisodes. Et encore non, parce que du coup, ah non, c'est bon, j'ai enlevé. Parce que dans les contreparties, j'avais mis que j'épousais la personne qui mettait 50 000 personnes. Attention. Et qu'on m'a dit, fais attention, parce que quelqu'un peut vraiment mettre 50 000 euros. Et moi, je le crois pas. Mais du coup, j'ai fait, bon, bah, je vais peut-être enlever ça, alors, parce que sinon, je vais avoir des problèmes. Oui, on m'a déjà raconté que quelqu'un avait mis 700 euros une fois sur un Tipeee, il me semble, et en contrepartie, c'était je prends un verre avec vous. Et ça a été très compliqué parce qu'au final, ça paraît surréaliste que quelqu'un mette 700 euros. Bah oui, c'est surréaliste. Et c'est un engagement en fait. Et oui. C'est vrai que sur Tipeee, on a l'impression que c'est un peu une contrepartie sous forme de blague, mais au final. Mais non, mais moi j'avais mis plein de trucs comme ça, genre waouh, t'as mis 1000 euros. Faire attention. Je viens chez toi, je te fais à bouffer. Enfin, j'avais mis ça au début parce que je commençais à construire. Et vraiment, des gens m'ont regardé en disant mais tu sais qu'il y a des gens qui peuvent mettre 1000 euros. Et moi, je le crois pas. C'est-à-dire qu'elle n'est pas ouverte la page, mais je n'y crois. Pour moi, c'est impossible. Du coup, là, j'ai mis si tu mets 50 000 euros, viens, on discute et tu m'expliques pourquoi tu préfères mettre ça dans Virago. Enfin, tu préfères mettre un an de salaire dans Virago. Voilà. Mais bon, pour l'instant, je ne l'ai pas lancé la page. C'est exactement comme quand j'ai lancé ma chaîne. Quand j'ai lancé ma chaîne, je pensais vraiment que je n'aurais pas plus de 200 abonnés. Vraiment, j'imaginais pas. Pour moi, 40 000 personnes, c'est énorme, quoi. C'est le Parc des Princes, on m'a dit il n'y a pas longtemps. Je fais, waouh, le Parc des Princes, quoi, c'est très grand. Ça paraît rien à l'échelle de plein de youtubeurs qui ont 100 000, 200 000 abonnés. Mais moi, je fais un truc de niche. C'est pas, tu vois, c'est pas évident. Je me dis 40 000, c'est chambé. Donc, c'est pareil pour le Tipeee. Je me dis, moi, pour l'instant, franchement, déjà, si chacun de mes parents met 10 balles, je serais trop contente. Je vais appeler un peu mes frères et je fais, l'argent de poche. Mettez 10 balles, c'est trop cool. Voilà, je lance ça un peu comme une bouteille à la mer, en ne comptant pas dessus, on verra. Et puis s'il y a en tout cas, je sais très bien que chaque euro qu'il y aura dessus, vraiment, je le bénirai, quoi. Est-ce que les planches, le théâtre, cette ambiance-là, tu y penses encore beaucoup, je suppose. Et est-ce que tu as quelque chose qui se dessine par rapport à ça, ou même une envie, tout simplement? Alors, la mise en scène, c'est pas prévu parce que j'ai dans mes cartons des mises en scène très particulières que je veux faire depuis très longtemps, qui sont pour moi des espèces d'objectifs de vie, de mettre en scène telle pièce, et je le ferai que le jour où j'aurai vraiment la liberté qui passe malheureusement par l'argent, hein, l'argent, la liberté et le casting que je veux dans le théâtre, dans un théâtre bien. En fait, j'ai l'impression de ne plus avoir l'âge de faire les choses à l'arrache, et j'ai pas envie en fait de faire les choses à l'arrache. Donc je ferai ces mises en scène là quand j'aurai le confort pour les faire. Bon, donc ça c'est de côté. Jouer, oui, jouer. J'étais encore l'année dernière, j'étais sur les planches, j'ai joué un magnifique spectacle de Goldoni avec 6 anciens sociétaires de la Comédie Française sur scène, où j'avais un super rôle, une expérience. On était 11 comédiens. On a joué dans un magnifique théâtre, on a joué 6 soirs par semaine pendant 2 mois et demi, c'était merveilleux. Donc j'ai eu la chance de faire ça l'année dernière. Là, j'ai pas de projet pour le moment, mais j'espère. Après, c'est toujours le problème, c'est que c'est des circuits... Quand tu fais de la vidéo, on t'appelle pas pour le théâtre. Quand tu fais du théâtre, on t'appelle pas pour... Moi, j'ai beaucoup de copains qui jouent au théâtre tout le temps et qui me disent « Et je rêverais de tourner comme tu tournes. » Et je dis voilà, on n'est jamais...
n'est jamais pleinement satisfait, sinon on ferait pas ce métier. Voilà. Mais oui, moi j'adorerais retourner au théâtre, c'est sûr. Merci beaucoup Merci. d'avoir pris le temps de répondre à mes questions et merci pour le thé. Avec Que vous avez plaisir. peut-être entendu de temps en temps. On te retrouve donc bientôt, ou même déjà, quand vous écouterez ce podcast, Oui, c'est vrai. sur la chaîne Virago. Ouais. Et puis bon courage, et en espérant voir encore beaucoup de vidéos sur ces femmes dont on parle peu, mais Il va y en qui ont avoir. fait beaucoup de choses. Merci Vincent. Merci. Merci à Aude de m'avoir accueilli chez elle. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode bonus de NoTube. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à mettre 5 étoiles sur iTunes ou Apple Podcast, comme on dit maintenant. C'est plus qu'un petit pouce bleu YouTube, mais c'est très rapide à donner et ça représente beaucoup pour nous. Voilà, merci encore et à très vite. Alors si vous êtes toujours avec nous, je vous en remercie. C'est rare les gens qui restent jusqu'à la fin, jusqu'à ce que... Ils ont bien du courage. la- Si vous êtes là, vous êtes bizarre. Mais merci beaucoup en tout cas. Je voulais faire un rapide bonus avec Aude. Simplement, voilà, je vais te poser des questions et à chaque fois tu vas donner une réponse et une recommandation en fait. Voilà. Je me redresse parce que du coup, j'ai l'impression que je vais participer à un quiz. Non, mais il n'y Stress. a pas de cadeau surprise, il n'y a pas de prix à la fin, je suis désolé. Ok. Je peux Mais pas c'est faire l'amour du jeu, tu sais. Moi, c'est pas Ouais, pour les c'est ça. cadeaux, c'est pour l'amour du jeu. Puis je vais pas m'engager sur des contreparties. Une vidéo sur YouTube que tu aimes. Ok, je vais être très honnête, je vais dire la première qui m'est venue à l'esprit, c'est le papa qui mange le flambi de sa petite fille et qui lui dit regarde une fourmi et il gobe le flambi gobe. pendant que sa petite fille a la tête tournée et quand elle revient, elle fait maman flambi et il dit bah tu l'as mangé, allez au lit hop. Sa vie n'a plus de Et sa vie je n'a trouve plus de ça sens. tellement cruel et drôle et j'aurais voulu rencontrer ça, j'aurais voulu avoir ce papa tellement marrant. Une émission de télé. Alors, parce ouais, qu'il n'y a pas de... Ça m'intéresse d'autant plus qu'il n'y a pas de télévision ici. Non, il n'y a pas de télévision chez moi et je regarde pas la télévision. Donc vraiment, C'est une je peux te réponse, dire hein. un programme télé. Un programme. Un programme télé, la série Vestiaire sur France 2, avec que des handicapés, dans lequel je fais quelques apparitions et qui est vraiment chambé drôle et qui complètement change l'image sur le handicap. Tout à fait. Un film, Je viens de voir 120 battements par minute. t'as complètement le droit. Dans J'ai tellement chialé. C'est incroyable. une série télé. Je vais me faire taper dessus, mais Lost, quoi. Lost. Lost, Ah. ça restera le... Bah ouais, pour moi, ça reste quand même Même la fin. Même la fin. Même Je la leur, je leur pardonne tout. Même la fin. Lost restera pour moi la seule fois de ma vie où j'ai vécu des émotions incroyables devant une série télé. Et je te conseille The Leftovers si tu l'as pas vu. Ok, j'ai pas vu. C'est le même créateur. Mais Ok. voilà, c'est beaucoup d'émotions aussi. Ok. Un chanteur, une chanteuse ou un groupe de musique. Daskino, un groupe d'électropop qui fait les musiques de Virago et que j'adore et que je peux écouter tout le temps en boucle parce que ça me transporte absolument. Un livre. Le dernier que j'ai lu, le cœur des femmes de Martin Winkler, sur comment on a adapté la médecine au confort des médecins et pas des patients. Question qui n'est pas piège, un podcast. À part le tien, tu vas dire. Bien sûr. Voilà, j'en aime vraiment beaucoup, mais je crois qu'en Oui, ce moment... t'en écoutes beaucoup. je suis une dingo de podcast, donc je pourrais t'en citer 10 là tout de suite. Et si je t'en cite un, Transfert, Qu'on aime. que j'aime beaucoup, qui est vraiment qui est totalement addictif. Un site internet. N'importe quel genre d'information, de... Je vais piquer un truc je vais piquer un truc à Marina Rollman qu'elle a dit dans une interview, mais du coup depuis j'ai découvert, ça s'appelle Seriously et c'est un site où quand on tape des mots clés, ça nous donne des arguments pour contrer, ça donne des arguments en fait pour alimenter un débat.
Ça va beaucoup me servir. Voilà. Je vais aller voir. Une application, ton téléphone, dont tu pourrais pas te passer. Instagram. Instagram. Ah ouais, sans hésiter. Un mode de transport. Le cheval. Le cheval. Ah ouais. C'est pratique C'est en milieu urbain. C'est pas pratique en milieu urbain, mais on n'a pas forcément dit un transport en ville. C'est vrai. Je pense, tu sais, moi je viens de la campagne, donc je pense aux gens qui sont dans la campagne. Pour les prochains invités de ce podcast, je préciserai en milieu urbain et je ferai une deuxième question. En milieu urbain, le scooter. Le scooter. Un restaurant ou un type de nourriture que le restaurant, le Ripailleur. Le Ripailleur, qui est à Saint-Ouen, et c'est l'ancien sous-chef de la Tour d'Argent qui a monté son resto et qui fait vraiment de la gastronomie à des prix raisonnables, et c'est extraordinaire. Et comme je ne cuisine pas et que c'est vraiment en bas de chez moi, j'y vais 9 fois par semaine. C'est noté, le Ripailleur à Saint-Ouen. Si vous voulez me croiser au dîner. Une question un peu particulière. Est-ce que tu as une passion honteuse ou un truc dont tu parles pas forcément à des soirées? Honteuse, apparaître dans le crottin de cheval en permanence. Je veux dire, non, mais oui, attends. C'est au second, enfin, c'est pas au premier degré. Ça peut être second degré. Mais non, honteuse. Attends, forcément j'en ai, mais là ça me vient pas parce que je suis en mode, tu sais, je suis en mode interview, donc je suis en mode contrôle, donc je dois pas lâcher cette partie de mon cerveau. Puis je regarde les livres qu'il y a autour de nous, c'est que des livres cool. Enfin, il y a pas grand chose de honteux. L'Arabe du futur, tu vois, c'est vraiment que des trucs cool, donc effectivement Non, j'ai pas de passion honteuse, vraiment. Par contre, l'équitation est vraiment ma passion absolue. Très bien. Et une dernière question, puisqu'on en a beaucoup parlé, est-ce qu'il y a une pièce de théâtre que tu recommandes, qui est jouée en ce moment ou pas forcément, enfin une pièce de théâtre qui te tient à cœur? Attends, je me concentre. Pour vous décrire rapidement, Aude se concentre vraiment. J'ai honte de pas avoir un truc qui me vienne directement, parce que le problème des choses qui me viennent sont des choses qui sont trop connues et qui n'ont pas besoin de soutien. Non, attends. Mais t'es pas obligé d'avoir à soutenir le... Ouais, mais si, on a toujours besoin de soutenir. Une pièce de... Attends. Ah, tu couperas. Attends. 10 minutes plus tard. Ouais, attends. Je suis grave. C'est parce que la saison théâtrale n'a pas encore démarré pour moi, tu vois. Je vais m'y mettre là. Attends. Ouais, mais je sais même pas si ça se joue. Non, j'ai que des trucs, je sais pas si ça se joue, en fait. Mais c'est pas grave si ça se joue pas. C'est pas grave si ça se joue pas. Alors, une pièce qui m'a vraiment très, très, très fort marquée, c'est les Cavaliers. Ouais, non, mais ça n'a rien à voir pour le... Ouais, alors, putain, je suis vraiment pleine d'obsession. Non, mais mais en plus, si tu veux, sur le papier, c'est sur une course de chevaux en Afghanistan il y a longtemps, tu vois, donc c'est vraiment sur le papier, c'est chelou. Et en fait, c'est une révélation, c'est-à-dire c'est 3 comédiens sur scène qui font tout, bruitage, jeu, etc. Donc t'as l'impression vraiment d'assister à des courses de chevaux dans le désert en Afghanistan, alors que juste ils le font avec les mains, la bouche, voilà, ça c'est assez incroyable. Ah, ça y est, du coup, maintenant j'ai plein d'idées. Non, trop tard. J'ai dit ça, mais... La prochaine fois, si tu veux, je les mettrai en description aussi. On fera une liste, le top. Non, mais il y a tellement de choses. Allez au théâtre, c'est moins cher que le cinéma maintenant. C'est vrai. À la Comédie Française, il y a des tarifs super intéressants. 4 €. Donc voilà. Vraiment, arrêtez de croire que c'est pour les gens qui sont vieux avec des cheveux blancs et qui ont plein de sous. Ce n'est pas vrai. C'est moins cher que le cinéma. Surtout si vous avez moins de 26 ans. À Paris, le théâtre ne vaut rien. Merci beaucoup. C'était un très beau message de fin. T'as vu, j'étais un peu militante à la fin. Oui, elle serrait le point. Ouais. J'étais un peu engagée. Merci. Merci beaucoup et à bientôt.